C'est parti pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec mes deux invités, Constant Lemou et Georges Hérault. On va parler maintenant du Gabon, élu avec un score à la soviétique. 90,35% des voix et 70,4% de participation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Brice Clotaire Oligui Nguema n'attend plus que l'onction de la Cour constitutionnelle pour allonger de 7 ans son bail à la présidence qu'il occupe depuis 20 mois. Après cette période de transition durant laquelle rien n'a semblé pouvoir ternir son aura de tombeur de bongo, il devrait donc faire face à de nombreux et importants défis dont nous allons parler brièvement au cours de cette émission. Le score d'abord est Constant Lemou, 90,35. J'ai envie de dire que il n'y a qu'un ex-URSS en Russie qu'on voit ce genre de score. Enfin, c'est quoi, les Gabonais l'aiment autant? Les Gabonais ont choisi de porter leur choix sur celui qu'ils ont trouvé comme un messie qui est venu les sauver de la dynastie Bongo. Toutes les explications, les images qui ont circulé en boucle ont montré effectivement que le régime Bongo était arrivé au niveau le plus bas qu'on puisse dire d'un régime au pouvoir, avec la maladie de Ali Bongo, et le pouvoir réel était géré par d'autres personnes qui n'avaient rien à foutre avec le mandat du peuple à la tête du pays. Alors, Oligui est venu déposer les Bongos et a montré par des signes qu'il avait bien compris les besoins des Gabonais, je veux parler du Gabon et non du Congo. Il a montré des signes qu'il avait bien compris le besoin des Gabonais à travers des actes par-ci par-là, en redressant si possible les administrations, les sociétés d'État et autres. Il y a beaucoup de pistes qui ont été tracées, beaucoup de quartiers désenclavés, des rues bitumées. Je pense qu'il a su toucher au bon endroit, il a su toucher le cœur des Gabonais, et sa candidature ne faisait l'ombre d'aucun doute pour qu'il puisse gagner et continuer la gestion du pouvoir au Gabon. Ce score qu'on qualifie de score à la soviétique, en tout cas moi ça ne m'étonne pas, parce qu'en face réellement nous n'avions pas une opposition véritable. Il n'y a pas une personnalité qui pouvait inquiéter le général pendant cette campagne, ou bien qui avait une popularité auprès des Gabonais. Ça, moi personnellement, je ne suis pas surpris de ce score. Ce n'est pas qu'il y a une mascarade électorale, je n'y crois pas, mais je pense que Oligui a usé d'une stratégie pour que ces résultats soient ainsi. Georges Hérault, qu'est-ce que vous pensez de ce score mérité pour lui? Après 20 mois, il a convaincu les Gabonais pour avoir ce plébiscite. Je crois que la voie, ou bien la situation est favorable. Après son coup d'État à Ali Bongo, je crois que il y avait, même à la dernière élection d'Ali Bongo, il n'y avait plus une véritable opposition de partis politiques qui est vraiment une assise nationale dans le pays et qui challengeait les Bongos à un moment donné, surtout à la dernière élection présidentielle. Et donc, quand il a pris le pouvoir, pour les Gabonais, c'est un messie qui est venu. Ça me rappelle la scène zimbabwéenne avec Emerson Mnangagwa, et qui était venu tout juste au temps où on estimait que le pouvoir n'est plus exercé par Robert Mugabe, et à un moment donné, tout le monde était derrière lui.
parce qu'on estime qu'à un moment donné, il faut quand même une nouvelle tête qui, à part les bongos, peut quand même hisser le pays à un niveau où, vous savez, la population, pour la population, ce n'est pas la tête de celui qui a la présidence qui compte autant. C'est qui peut les sortir de la misère, qui peut faire en sorte que les activités marchent. Et pour nous, on a l'habitude de le dire, je vais citer ce que mon président national a l'habitude de dire en politique. La politique est là de rendre possible ce qui est nécessaire. Et donc, pour les populations, c'est ce qui est nécessaire qu'on veut. Les activités, l'accès aux soins, etc. Et à un moment donné, Ali Bongo, qui était sur place, on estimait que c'est sa femme, Sylvia Bongo, qui exerçait même la plénitude ou bien la majorité ou bien le pouvoir en tant que tel. Et pour les militaires, à un moment donné, il fallait intervenir. Donc la population qui a adoubé ce monsieur, à un moment donné, vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'est converti en un politicien, un ancien politicien, qui est très proche de la population, qui va dans des événements pour être très très proche de la population, surtout de la tranche sociale qui est plus vulnérable. Et donc, à un moment donné, la population, il veut quoi? La présence, celui qui les approche, et ils l'ont plébiscité. Et donc, c'est sans surprise, puisqu'il n'y a pas véritablement une opposition en France qui peut vraiment lui faire le poids et le contraindre à on va parler de l'opposition tout à l'heure. On regarde aussi la participation, elle est assez haute, 70,4%. Le défi majeur au cours de cette élection était effectivement le taux de participation. Et c'est là un pari qui est vraiment gagné pour Oligui Nguema. Lorsque vous prenez le mandat de la transition, il avait annoncé 2 ans, mais il a anticipé sur la fin de la transition pour organiser les élections. Pendant ce temps, aucune organisation politique de l'opposition n'était vraiment sûre d'élaborer une stratégie de campagne pour conquérir le pouvoir. Et puis, il faut lire aussi l'état d'esprit des Gabonais. Les politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir avec le PDG, c'est ça? Le PDG. Et les partis politiques de l'opposition, dans l'esprit des Gabonais, les politiques ont échoué. Ils ont échoué et le président de transition, le général Oligui Nguema, venait pour sauver l'ensemble de la situation. Si bien que aucune voix de l'opposition ne portait véritablement et n'a pas porté. À mon avis, le fait même d'anticiper l'organisation des élections a pris de court les opposants qui pouvaient peut-être challenger. Deuxième chose, c'est l'armée qui a assuré la vie du pays pendant cette période de transition, pendant 20 mois. Tout le circuit de la vie du Gabon était complètement militarisé, du plus haut au plus bas niveau, complètement militarisé. Dans toutes les administrations, quand vous voyez un civil responsable d'une structure d'administration, il y a un officier qui est immédiatement sous lui. Ou plutôt, c'est carrément un officier qui assure la première responsabilité des administrations. Donc, ça fait que il y a quand même, au-delà de la popularité de l'acte de coup d'État du général, il y a une petite peur qui s'est aussi installée, une crainte du fait de cette militarisation à haute dose de l'ensemble de l'appareil de l'État. Et au plus bas niveau même, partout, c'était des militaires qui assuraient la vie du pays. Donc ça aussi, ça a joué pour que Oligui Nguema puisse atteindre ce score-là. Alors tous ceux qui sont allés voter
pratiquement, il n'avait que Oligui Nguema en tête. Justement, c'est l'un des reproches que l'opposition a fait. Le candidat, enfin celui qui est arrivé deuxième avec autour d'un peu moins de 4%, Alain-Claude Billy Binzé, il a dénoncé la débauche des moyens d'État utilisés par le candidat Oligui Nguema. Mais cela n'a pas été suffisant pour annuler les élections. Les résultats sont consommés. Quel que soit c'est vrai, quand on voit les moyens déployés par le général, même s'il a démissionné de l'armée pour formaliser son statut, les moyens qu'il a déployés montrent clairement que ce ne sont pas ces moyens qu'il utilisait. Il a eu quand l'argent nécessaire pour acquérir des hélicoptères qui le promenaient partout, qui assuraient la sécurité de sa campagne. Et ça, c'est les moyens de l'État. Ce sont les moyens de l'État. Est-ce que ce n'est pas légal? C'est une cause de nullité en principe, mais puisque n'est pas sur le même pied d'égalité. Puisque, bien sûr, ça c'est plus qu'évident, parce que Oligui n'avait pas encore les moyens suffisants, ou le temps qu'il a passé au pouvoir, même s'il est payé à des millions de dollars, il n'a pas encore pu réunir les moyens déployés pour atteindre ce score-là. Mais ce qui est sûr, c'est pour l'intérêt des Gabonais et c'est une régularisation en réalité du coup d'État, à mon avis. Georges Hérault, qu'est-ce que vous pensez de ce que Alain-Claude Billy Binzé dit parce qu'il évoque des fraudes dignes de l'ancien régime, mais il a dit qu'il ne va pas contester les résultats parce qu'il argue d'abord que la Cour constitutionnelle n'est pas une cour indépendante. Il ne va pas contester les résultats, mais pour lui, cette élection n'a montré qu'une réminiscence de ce qui se faisait dans le passé. Bon, est-ce que Brice Oligui Nguema est différent de ceux qui étaient au pouvoir? Non. En fait, c'est quelqu'un qui était dans les arcanes du pouvoir, qui maîtrise les méthodes et ce qui se faisait avant. Donc, s'il dit que c'est l'ancienne méthode, moi, là, ça ne me surprend pas. Parce que c'est quelqu'un qui était avec le bongo père jusqu'au bongo fils. C'est quelqu'un qui maîtrise les rouages du pouvoir, des élections, comment il faut l'organiser, comment on fait pour gagner, il maîtrise. Et donc, il faut aussi être d'accord avec lui, mais il faut aussi me dire le fait qu'il est venu écarter les bongos pour la plupart des Gabonais. Ils estiment que c'est déjà une bonne chose et que le discours tenu, et vous savez, pour Hitler, la chante des dirigeants, c'est que la population ne pense pas. C'est dit que c'est tout dru, mais c'est une vérité, parce que pour la population, celui qui est venu nous sauver est le meilleur parmi les meilleurs. Et donc, quand on donne des postes, on donne des occasions, afin que les militaires puissent occuper un certain nombre de postes dans l'administration, pour l'État central, c'est pour la transparence, c'est pour la régularité, c'est pour la sincérité d'un compte, c'est pour que la corruption, étant notée au niveau des pouvoirs civils, n'entache pas la gestion du président et de la transition. Donc, pour les Gabonais, ce n'est pas les discours politiciens ne font plus l'affaire. Ils veulent quelque chose du concret. Ils veulent quelqu'un qui peut dire non, comme Brice Oligui Nguema l'a fait. Ils veulent quelqu'un qui ce discours, bref, que Nguema porte aujourd'hui, le discours du changement, pour qu'on ne tombe plus dans on m'a volé, on a triché, on a fait ceci, et que l'État ou bien l'appareil de l'État soit résumé à un certain nombre de personnes. Donc moi je pense que son discours de changement aussi a fait que, quel que soit ce que l'opposition dira, ça n'aura pas écho favorable. Et comme il a dit, c'est ça ce que bon homme dit de la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas qu'avec 4%, il va estimer à ce qu'il y a un grand changement, c'est normal. Donc aujourd'hui, on ne peut que demander à cette opposition d'avoir d'autres stratégies pour qu'à moyen, à long terme,
qu'il puisse revenir et ne plus se faire se passer en victime après les élections. Alors maintenant, on sait que la Cour constitutionnelle va confirmer ces résultats. Il doit se mettre rapidement au travail et le lendemain d'ailleurs de l'élection, le dimanche passé, lorsqu'il assistait à la levée des couleurs au niveau de la présidence de la République, il a eu cette phrase: les Gabonais attendent beaucoup de nous. Est-ce qu'on peut estimer qu'il est conscient de la mission? Je pense que Clotaire Oligui Nguema n'est pas un étranger de la vie du Gabon, la vie politique, la vie sociale. Il sait tout parce que il est même de la famille Bongo. Il est de la famille Bongo, il est du régime qui l'a fait tomber. Et il sait le vide qui s'est créé avec cette baisse du régime du président Ali Bongo et toutes les conséquences que cela a subi. Seulement, il aura de sérieuses difficultés dans la mesure où il n'aura pas totalement les mains libres, comme les pays du Sahel. Vous avez pu suivre aussi les informations étrangères où au lendemain de son élection, il a été immédiatement félicité par la métropole et qui a toujours la main mise sur la vie économique au Gabon. Il peut beau constater l'urgence et l'ampleur des besoins des Gabonais, mais je suis dubitatif sur la capacité de Oligui Nguema de satisfaire, aller rapidement à la satisfaction de ses besoins urgents. Je doute parce que ce ne sont pas les ressources qui vont manquer, mais il n'aura pas la main libre pour s'engager dans les grands chantiers pour mettre à l'aise le maximum de Gabonais. L'économie est encore et toujours sous l'emprise de la métropole. Georges Hérault, la transition, les 20 mois qu'il a passé, il avait engagé une politique budgétaire assez dépensière. Il a fait beaucoup d'investissements, lancé plusieurs chantiers dont les gens se posent même la question, est-ce qu'il va les mener à terme? Comment va-t-il financer tout cela? Et on sait que l'une des principales sources de revenus du Gabon, c'est le pétrole, mais le coût du baril est très bas ces temps-ci. Il y a le bois et tout cela. Est-ce qu'il a aujourd'hui suffisamment de ressources pour relever l'économie de ce pays de l'Afrique centrale? Bon, je pense que c'est pas une situation qui se résume au Gabon. C'est une situation conjoncturelle où, comme tu viens de le dire, le prix du baril du pétrole a considérablement baissé. Et où le commerce international a un coût aujourd'hui que nous ne pouvons maîtriser les fluctuations. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir et il sait ce à quoi s'attendre aujourd'hui. Il sait que les Gabonais ont besoin de voir du changement et du concret pour que les gens adhèrent considérablement à sa politique. Sinon, s'il devait ou bien n'allait même pas lancer ces projets, je pense que ça devait être très difficile pour lui d'avoir ce score. Mais ces projets qu'il a lancés l'ont permis d'être acceptés d'abord, puisque avant les gens étaient dubitatifs, veulent voir si Nguema d'hier avec les Bongo est différent de Brice Oligui Nguema d'aujourd'hui ou bien après les coups d'État. Donc, même si nous parlons de la France, et la France étant un partenaire du Gabon, peut suivre la politique gabonaise afin que de grands changements n'entravent pas son partenariat avec le Gabon. Donc c'est de bonne guerre, ils ont appris de leurs leçons au Sahel et c'est en fonction de ça que les autres coups d'État, la France a été vraiment un peu plus réservée et avec des sorties un peu plus mûries, un peu plus réfléchies. Mais aujourd'hui, il faut dire, c'est un chantier qui ne va pas,
qui n'est pas à faire en une seule année, et donc cherchera les moyens pour pouvoir quand même continuer les priorités et faire en sorte qu'il y a de changements, parce que ce qui va se passer, c'est que il est beaucoup entendu lors de son premier mandat. Et son premier mandat, s'il ne réussit pas le premier mandat, ça va être compliqué pour lui. Et il le sait, parce que c'est un ancien du pouvoir. Donc, il fera tout pour réussir son premier mandat, pour permettre une adhésion massive des Gabonais à sa politique de changement. Et là, il aura toute la voie pour faire l'année ou bien le mandat, le nombre de mandats qu'il veut à la tête, pourvu que pour les Gabonais, l'histoire change et que la situation aussi change positivement. D'accord. Et je pense qu'il est bien conscient de cela, parce qu'il a dit aussi que l'élection était hier, en parlant le dimanche passé. On ne s'arrête pas sur une victoire. La victoire, c'est le travail qui continue. Et il sait que les Gabonais attendent beaucoup de lui. Je pense que le président Oligui est conscient des défis sur le plan éducation. Je pense que le Gabon a beaucoup de réformes à faire. Une sortie, je pense, du ministre de la fonction publique, de toute façon un membre du gouvernement, qui s'est beaucoup inquiété du décalage entre les formations et les offres d'emploi actuelles et à venir. Il a été clair que les Gabonais sont essentiellement dans les circuits de formation, dans des cycles de formation non porteurs. Et il est urgent pour celui qui veut avoir un emploi décent de se reconvertir, de se réorienter vers les cycles d'enseignement technique, professionnel, pour répondre aux besoins des entreprises, vu les différents projets en cours dans le pays. Il y a aussi la question du développement des infrastructures. Le Gabon, du point de vue réseau routier, a beaucoup à faire. D'une manière générale, le système de transport pose problème en termes d'infrastructure. Ce n'est qu'un petit pays. Vous arrivez à l'aéroport du Gabon, de Libreville, vous aurez l'impression d'être à la gare routière d'Agbalépédo. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, Agbalépédo est un quartier de Lomé. La gare routière d'Agbalépédo est aussi organisée que l'aéroport de Libreville. C'est tout sauf la structure adéquate, digne d'un aéroport. C'est carrément à refaire, à réorganiser. Ce sont quelques défis que je viens de citer. Sur le plan économique, sur le plan niveau de vie, je pense que les défis sont vraiment énormes pour le président. Et je crois cette adhésion massive à son projet de société est beaucoup plus qu'un défi pour lui. Il n'aura pas de raison de ne pas répondre aux attentes des Gabonais. Maintenant, il a les mains libres de prendre les décisions, d'initier les projets qui lui permettront de répondre de façon urgente aux besoins d'améliorer la vie des Gabonais. Ils en ont vraiment besoin. D'accord. On va suivre l'actualité gabonaise et en parler au moment venu. On passe au dernier sujet, c'est le Togo. Le Togo où Faure Gnassingbé, on le sait, a été désigné par l'Union africaine médiateur dans le conflit au niveau de la RDC entre la République démocratique du Congo et le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda. Et dès qu'il a été désigné, le président a entamé sa mission de médiation donc dans cette crise en effectuant une visite stratégique à Luanda. Luanda, c'est la capitale de l'Angola, où il a été reçu par son homologue João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Il s'agissait, selon des sources au sommet des deux États, d'une visite d'amitié et de travail, mais c'est une visite qui avait une forte teneur géopolitique. Au menu de la rencontre, donc le début effectif de la mission de médiation du président
togolais qui, donc, après Luanda, s'est dirigé du côté de la RDC. Faure Gnassingbé, un médiateur aujourd'hui dans ce conflit, on peut se demander qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, a joué en faveur de sa désignation. Oui, c'est vraiment officiel. L'Union africaine a désigné un médiateur qui succède au président angolais Lorenzo. Et à un moment donné, vous savez, comme tu viens de poser la question, la crise à l'est de la RDC secoue l'Afrique et on se dit, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné choisir ou bien chercher un profil sur le continent, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Ouganda est intervenu, le Kenya est intervenu, l'Angola est intervenu, le président Tshisekedi était au Tchad pour que le Tchad puisse l'aider à pouvoir chasser le M23. Ils étaient au Qatar, je crois bien. Les deux présidents, le Kagame, ils étaient au Qatar, mais la solution n'arrive pas. Donc il faut choisir, ou bien chercher un profil sur le continent pour pouvoir, avec l'Union européenne, pour pouvoir complètement trouver solution à cette crise qui secoue toute l'Afrique. Et je pense que ce qui a milité, c'est la preuve du président togolais sur la scène politique internationale. Quand nous prenons même entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le président togolais a joué un grand rôle pour pouvoir désamorcer un certain nombre de crises qu'il avait. Non, le succès n'était pas de ne pas les faire sortir ou bien qu'ils ne sortent pas de la CEDEAO. Le succès plutôt était qu'à un moment donné, entre frères africains, qu'il n'y a pas d'escalade de cette crise, que les pays entre eux ne rentrent pas en bilatéral dans cette crise comme le Bénin ou le Niger, etc. C'était ça. Plutôt, ce n'était pas qu'ils ne sortent pas parce qu'ils sont libres de sortir ou de ne pas sortir de la CEDEAO. Les 49 militaires ivoiriens qui étaient retenus au Mali, c'est grâce à l'intervention du président. Et vous voyez, tout ça là, ce n'est même pas, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire, comme Sid le connaît, aux hommes bien nés, la valeur n'atteint pas le nombre des années. C'est un président qui a hérité la diplomatie et la résolution des crises chez son papa, qui était vraiment active sur les résolutions des crises sur le continent. Et donc aujourd'hui, ce profil permet à l'Union africaine d'avoir un pion en interne. Et ce qui a encore joué, c'est sa neutralité, parce que vous êtes à savoir que quand vous prenez Lorenzo João, qui est le président angolais, était dans leur conglomérat de Centrafrique, d'Afrique centrale, et qui, selon l'un ou l'autre, a déjà pris de position. Vous voyez, donc sa neutralité aussi a contribué exactement, qui permet à ce que un président de l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas tellement impliqué dans cette crise-là peut faire l'affaire. Et d'ailleurs, quand vous voyez sur le continent, la diplomatie togolaise est très ambiante et agissante, ce qui permet aujourd'hui, que ce soit sur le continent même, mais au-delà du continent, parce que quand vous voyez ce qu'on réclame aujourd'hui pour l'Afrique, les causes de l'Afrique, les causes nobles de l'Afrique qui sont quand même porté plus haut sur la scène internationale, vous allez voir que soit le Togo est le porteur de ce message, ou le Togo fait partie des pays très actifs qui portent ces messages. Donc cette diplomatie, cette façon d'intervenir dans les crises et de les résoudre, cette façon d'hériter de son papa, la résolution des crises ont milité en sa faveur. Constant Lemo, il a rappelé, c'est le président João Lourenço qui avait commencé la médiation dans cette crise, ça n'a pas marché. Changer de médiateur aujourd'hui, c'est un constat d'échec pour João Lourenço, et trouver en Faure Gnassingbé le médiateur crédible, c'est parce qu'il est à équidistance des deux parties.
D'abord, l'échec de João Lourenço, c'est normal. Quand vous prenez le dossier de fond de cette crise, Luanda est une plaque tournante des rencontres des rebelles, entre les rebelles et le pouvoir rwandais. Alors, sous le nez du prétendu médiateur, ça ne pouvait pas marcher. On ne peut pas être partie prenante et médiateur dans une crise. Ce n'est pas possible. Vous avez pu constater, mon co-débatteur l'a rappelé, alors que les deux parties étaient attendues pour des discussions à Luanda, le président Tshisekedi et Paul Kagame s'étaient retrouvés plutôt au Qatar. Voilà. C'était déjà un signe que João Lourenço n'était pas la personne indiquée pour poursuivre l'intermédiation entre les deux protagonistes. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozena Gnassingbé, son choix ne devrait surprendre personne. D'abord, ça a surpris. D'abord, il y a une certaine société civile qui a même dit que ce n'est pas un bon choix. Je partais justement de cette société civile dont la voix ne porte plus. Parce que cette société civile s'est rendue coupable de beaucoup de bassesses qui l'ont décrédibilisée suffisamment. Et aujourd'hui, les raisons invoquées ne font pas le poids devant l'analyse des critères de choix d'un médiateur et le choix porté sur le président togolais. La personnalité même du président togolais a imposé cette personne dans le choix au sein de l'Union africaine. D'abord, la longévité au pouvoir montre de la stabilité et de la constance dans la gestion aussi bien intérieure que dans les relations entre le Togo et dans la sous-région et en Afrique d'une manière générale. Mon co-débatteur a déjà évoqué son intervention dans la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il a réussi avec éclat. Il a réussi à surmonter cette crise avec éclat. Personne ne peut contester. Son choix stratégique dans la crise entre la CEDEAO et les pays du Sahel, son choix lui a donné finalement raison parce que la CEDEAO ne devrait plus continuer à être le porte-voix d'une puissance qui ne cherche qu'à défendre ses intérêts dans la sous-région et contrairement à l'attitude de sagesse qu'on pouvait attendre des présidents plus âgés, on a trouvé plutôt des pantins qui suivaient aveuglement et sans réfléchir aux conséquences sur la population des décisions qui avaient été initiées. Finalement, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. L'attaque contre le Niger n'a pas eu lieu et c'est en grande partie grâce au président de la République togolaise. Alors, au vu de toutes ces actions et les relations diplomatiques entretenues ou bien cultivées par la diplomatie togolaise sous son orientation, eh bien, le choix porté sur sa personne ne devrait être une surprise pour personne. D'accord. Maintenant, une chose est là, il est aujourd'hui donc médiateur officiel, médiateur de l'Union africaine dans cette crise. Vous avez évoqué les réussites qu'il a connues, notamment en Afrique de l'Ouest, mais on n'est plus ici en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est quelqu'un dont la voix porte, qui peut parler au-delà du cercle ouest-africain aujourd'hui? Oui, et je l'ai dit. Je l'ai dit sur la scène internationale aujourd'hui. Le Togo fait partie de cette diplomatie qui porte la voix de l'Afrique et au-delà. Donc, je peux dire que la question de savoir quelles sont les chances de réussite lorsqu'il ne s'agit plus de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vous savez en plus d'un conflit vieux de 30 ans. Oui, vous savez que le président togolais fait partie des présidents qui entretiennent des relations personnelles avec les autres présidents et qui fait partie, selon
que peut-être on ne l'aime pas ou on l'aime, c'est un président, vous savez, les allers-retours de Tshisekedi ici, ce n'est plus à démontrer. Donc ça veut dire qu'il est très proche du président congolais et il est très proche même du président rwandais. Et donc le président togolais était, même ce mois, début du mois, au Rwanda, aux côtés du président rwandais pour le sommet sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et donc, on ne peut plus parler des relations entre le président togolais et le président rwandais, le président togolais et le président congolais. Sauf que ici, il s'agit d'un élément très important à prendre en compte, le M23, puisque il n'a pas été établi que le président togolais soit proche de M23 ou quoi. Mais vous devez savoir quelque chose. C'est que le problème aujourd'hui, c'est que le Congo, la RDC Congo, accuse le Rwanda d'appuyer le M23. Et ça ne facilite pas la résolution ou bien un certain nombre de choses à tous ceux qui interviennent dans le dossier. Il a déjà accusé d'autres personnes et d'autres puissances aussi. Donc aujourd'hui, si le Rwanda et la RDC trouvent un consensus, le M23 ne sera que, ou bien le survie, la vie de M23 ne sera que quelque chose de très temporaire, puisque c'est un mouvement qui s'est situé au niveau de la frontière et entre le, comment vous l'appelez, le Rwanda et la RDC. Donc, aujourd'hui, les deux pays, quand ils se mettront d'accord sur ce qu'ils peuvent faire ensemble pour lutter contre le M23, je pense que 90% du problème est résolu. Donc la première victoire, c'est que le président togolais, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter, mais qui parle peu. Et ça fait partie, c'est ce qu'on appelle l'écoute attentive, l'écoute active plutôt, dans les stratégies de négociation. Donc c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et que vous allez voir au lendemain de sa désignation, quelques jours après, il était parti voir d'abord le président Langola et pour s'imprégner davantage du dossier, parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il peut se mettre tout de suite au travail en allant au Rwanda et en RDC, mais vous avez sa stratégie est de s'imprégner davantage de ce dossier, de voir encore plus près ce qui n'a pas marché avec l'Angola, le président angolais, avant d'aller même en RDC. Vous voyez, ce choix même permet aux personnes plus avisées en stratégie politique de savoir que il se prend très bien pour résoudre cette crise. Nous savons que cette crise aussi, comme tu viens de le dire, c'est une vieille crise. Oui, c'est l'un des plus vieux conflits du continent. Exactement. Mais vous allez voir que, aussitôt qu'on a désigné le président togolais comme étant médiateur, vous allez... les deux belligérants, qui sont RDC et le Rwanda, d'habitude, quand on avait choisi même le président angolais, Tshisekedi était réservé. Mais tout le monde s'ouvre maintenant parce que c'est quelqu'un qui a, non seulement il a fait ses preuves, mais c'est quelqu'un qui d'habitude défend les causes de l'Afrique et surtout l'Afrique de développement. D'accord. On sait que Faure Gnassingbé est très ami avec le Rwandais Paul Kagame. Il était d'ailleurs au Rwanda il y a quelques jours. Il est également très ami avec le Congolais Félix Tshisekedi. Mais je l'ai dit, la situation dans l'Est surtout, c'est une vieille situation qui a des ramifications, des tentacules pas possibles. Est-ce qu'il suffit d'être ami avec les deux co-belligérants pour espérer réussir?
Le dossier congolais, la crise entre la RDC et le Rwanda est un dossier très complexe, comme vous l'avez dit. Très complexe. Parce que dans cette crise, c'est beaucoup d'enjeux économiques, dans beaucoup de positionnements stratégiques par rapport aux richesses de la RDC qui se jouent. Et là, la position du Rwanda dans son soutien au M23, qui ne fait l'ombre d'aucun doute, parce que plusieurs rapports d'acteurs différents sont concluants. Tous ces rapports sont concluants et sont clairs sur le soutien du Rwanda au M23, pour ne pas dire que c'est l'armée rwandaise qui fait la guerre à l'armée de la RDC. Bien, au-delà des compétences irréfutables, au-delà de la qualité personnelle du chef de l'État togolais désigné comme médiateur, il y a aussi le soutien de la francophonie, l'organisation de la francophonie qui vient d'entériner le choix de Faure Gnassingbé comme médiateur. Maintenant, sur quelle fibre le président togolais pourra jouer pour réussir sa mission? D'abord, quel est l'objectif de sa mission? C'est de ramener la paix en RDC, c'est de faire taire les armes et que la vie du pays, la RDC, reprenne normalement. Comment cette vie peut reprendre si une partie du territoire est occupée, si le Rwanda a pris des engagements pour vendre aux sociétés occidentales, aux firmes occidentales, des ressources dont le Rwanda ne dispose pas? C'est là, je parlais d'un enchevêtrement de positionnement économique des puissances occidentales, les intérêts des firmes internationales qui se sont positionnés dans ce conflit-là. C'est pourquoi je dis, notre président, au-delà de ses qualités intrinsèques, aura un dossier très complexe. Mais nous ne doutons pas qu'il réussisse dans la mesure où il a le soutien de l'Union africaine, il a le soutien de la francophonie, et qui parle de la francophonie parle des intérêts occidentaux. Maintenant, sa proximité avec les deux présidents et son sens d'écoute, comme mon ami vient de le dire, sont des qualités qui lui permettront de surfer sur l'existant, sur les avancées réalisées par les bases réalisées par le président angolais, pour bien réussir ces discussions avec les deux, notamment le président rwandais et le président de la RDC. Je sais que le président rwandais, s'il donne instruction aux responsables du M23, ça passe comme l'eau de roche, parce que c'est en réalité lui, Paul Kagame, qui est le chef de guerre dans cette crise-là. On a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est parti, parce que je voulais qu'on fasse aussi un parallèle avec ce que le Qatar avait entamé, mais le temps est totalement parti. Merci, Georges Hérault, merci d'être passé dans cette émission. Constant Lemo, merci à vous aussi d'être passé. Tout le plaisir pour nous d'avoir partagé le plateau avec vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain. Merci.